Deuxième invité d'RTL Soir, une pop star internationale au grand cœur qui revient d'un séjour à Beyrouth aux côtés des réfugiés syriens. Comme promis donc, voici donc le carnet de voyage de Mika, entretien enregistré dimanche, avant la disparition évidemment de David Bowie. Bonsoir Mika. Bonsoir. Merci d'être là. Juste avant Noël, au moment où généralement on est en famille, en vacances, vous avez décidé, Mika, pendant 3 jours, du 19 au 22 décembre, de partir avec l'Agence des Nations Unies dans un camp de réfugiés. Des réfugiés qui fuient évidemment la barbarie de Daesh, d'ISIS, donc à Beyrouth au Liban. 3 semaines après déjà, ce voyage, il vous marque encore ? Absolument. Premièrement, le timing était un timing important parce que je me suis dit, bon, c'est une opportunité de le faire. Ça fait 2 ans et demi que je suis en discussion avec les représentants des Nations Unies de cette agence. Et finalement, je me suis dit, ok, c'est le moment. Parce que au départ, j'ai dit, ok, peut-être dans 1 mois ou dans 6 mois, on va voir que ça va se calmer, mais chaque fois qu'on en parle, les numéros, les chiffres, c'est de plus en plus pire. Les déplacements des gens, ça augmente. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas de camp officiel au Liban. C'est pas comme les autres endroits dans le monde. Alors, c'est ce qu'ils appellent des unofficial settlements. C'est les endroits où ils habitent. C'est des terrains où ils ont le droit de mettre des tentes. C'est des appartements qui sont abandonnés. C'est des usines sans murs, de temps en temps, même sans même des toits au départ. Et surtout, pour le privilège de vivre dans tous ces endroits-là, les gens doivent payer. Alors évidemment, vous avez raconté ce que vous y avez vécu, mais là, 3 semaines après, qu'est-ce qui vous reste de l'expérience ? Ça reste quelque chose de réel. Moi, mon intention, c'était absolument une mission qui était totalement apolitique. Moi, ce que je voulais, c'était humaniser quelque chose qui était devenu plutôt des chiffres, des statistiques. C'est presque comme si on est désensibilisé à ce qui est en train de se passer avec les atrocités qu'on découvre tous les jours. Donc vous vouliez que ça soit pas des chiffres, vous vouliez que ces gens-là aient des visages. Avant de raconter ce que vous y avez vu, il faut quand même dire que vous y êtes allé par vos propres moyens, avec votre propre argent. Oui. Je l'ai fait, j'ai décidé que c'était très important parce que déjà, quand on est en train de parler de sous, c'est une agence qui a 50% de manque du budget qu'ils ont besoin. Je dois dire, je suis allé avec ma mère. Et tout d'un coup, je me suis dit, ok, si je vais le faire, c'est très important aussi d'avoir une raconte médiatique aussi. Parce que je voulais même, dans la manière qu'on communique toutes ces petites histoires, que ça soit très accessible à plein de différents pays. Donc l'histoire, vous y êtes allé donc avec votre mère, comme vous venez de le dire, qui est libanaise. C'était aussi important pour vous. Oui, ça c'est l'autre côté c'est l'autre côté peut-être de l'histoire. Absolument. Avant d'arriver évidemment à ce que vous avez vu et ces histoires très humaines que vous avez rencontrées dans ces camps, mais d'un point de vue personnel, avec votre mère, c'est vos origines aussi. Moi, j'ai pas nécessairement une énorme manque de racines, mais quand même, ma mère est libanaise syrienne. Et donc, il y a un lien émotionnel à ces histoires. Quand je regarde ces gens déplacés, moi, je suis la 2e génération d'immigrés. Quand j'étais plus jeune, j'ai connu ce que c'était d'avoir la vie un peu bouleversée par quelque chose qu'on peut pas comprendre ou qu'on peut pas contrôler. Mon père était pris en otage dans la première guerre du Golfe à Koweït. Il est resté là-bas 8 mois. Et j'ai vécu une sorte de vie parallèle. Alors, j'allais à l'école, et à l'école, c'était la vie normale. Je rentrais à la maison, c'était une maison où on était un peu en guerre. On était complètement en guerre, en fait. On attendait le retour de quelqu'un qui était pris en otage à cause d'une guerre. Et donc, vous avez une hypersensibilité à tout ça. Vous y êtes donc allé dans ces camps de réfugiés au Liban, juste avant Noël, et vous avez dit, rien ne pouvait me préparer à ce que j'ai vu. Qu'est-ce que vous avez vu, Mika ? Ces histoires humaines que vous vouliez tant incarner. La vie. J'ai vu des choses où j'ai revu ma vie dans la vie des autres, mais j'ai vu des circonstances incroyables. Et je peux vous parler de tellement d'histoires, je peux vous parler parce que vraiment j'ai cherché même quand j'ai visité des gens qui étaient plutôt recherchés et vérifiés aussi par l'Agence des Nations Unies parce que c'est très important de trouver des gens qui voulaient, qui n'avaient pas peur parce que il y a des gens qui ont échappé Daesh pour des raisons politiques, pour des raisons de sexualité. J'ai rencontré des réfugiés LGBT, j'ai rencontré des hermaphrodites qui sont non seulement chassés par leur famille, mais aussi par leurs amis, leurs anciens amis, et aussi par Daesh. Mais j'ai rencontré des cas tellement compliqués. C'est des gens qui ont échappé tout et qui ont tout perdu. Mais la chose qui m'a vraiment marqué, c'est que quand j'étais dans le centre de réception, tout le monde se ressemblait. Mais vraiment, la patine du visage, les expressions, c'était pas, je peux pas décrire ça comme une sorte d'expression de fatigue, mais plutôt une sorte une manque d'émotion, un peu, de temps en temps. Mais quand je commençais à les parler, j'ai réalisé qu'il y avait un qui était un fermier, un qui était un ingénieur d'ordinateur,
un qui avait un petit magasin, un autre qui était un professeur d'adolescents. Ça tranchait tout. C'était toutes les parties de la société. C'était des gens qui avaient beaucoup, qui avaient presque rien, des nomades. J'ai même rencontré des bédous, des gens qui sont qui sont presque gitans. Tous ces gens-là, mais tout le monde se ressemblait. Et vous arrivez de pleurer là-bas, Mika? Ah, ah ouais, mais c'était pas les parce que face à des grandes histoires, et je suis même pas en train de les raconter ici, mais des histoires extrêmement violentes et compliquées, on peut pas pleurer. Moi, je trouvais ça pas sensible. C'était presque, on respecte. Si quelqu'un est en train de te partager leur vie, mais des détails tellement lourds de leur vie, et si on pleure, c'est comme ça sert à quoi dans ce contexte-là? Mais c'était les petites choses qui m'ont vraiment provoqué énormément d'émotions. C'était même l'espoir que j'ai vu dans ces jeunes. C'était l'inconscience d'un jeune homme qui s'appelait Mustapha, la première personne que j'ai rencontrée à partir de ces 3 jours. C'était un jeune qui avait 11 ou 14 ans. Mais lui, la plupart de son enfance, là, ça fait 4 ans, 5 ans, son enfance, son adolescence, le début de son adolescence, il est dans une plantation de bananes. Et c'était sa joie, en fait, son inconscience, sa vie quotidienne qui m'expliquait, qui partageait avec moi pendant 2 heures, qui m'a rendu très ému parce que je me suis dit, c'est quoi cette guerre? C'est quoi ça? C'est quoi tout ça quand on rencontre un jeune homme comme ça c'est lui, cette guerre? Vous avez partagé aussi des moments de musique, puisqu'il y avait aussi des musiciens au milieu de tous ces réfugiés qui vivent dans des conditions terribles. Vous l'avez dit, c'est des camps de fortune en fait, c'est pas des camps très structurés. Mais la musique est là aussi. Vous, Mika la pop star. Mika la pop star. Non mais c'est. Non, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, j'ai même rencontré des fans. j'ai rencontré des fans et c'était top. C'était bien. Mais il y avait aussi ça, l'échange. Ah ouais, il y avait un échange. Finalement, ouais. la musique qui dépasse tout. Mais j'attendais pas à ça. C'était la fin du premier jour. On avait juste passé l'après-midi avec quelqu'un qui a dû cacher son identité parce que il était poursuivi par Daesh et ses amis avaient rejoint Daesh pour des raisons de sexualité. Même si ce monsieur, il avait une femme, il avait des enfants qu'il aime beaucoup, il avait eu des histoires homosexuelles et donc il se protégeait parce qu'il avait peur d'être trahi par ses amis. Il voulait pas rejoindre Daesh. Alors il s'est dit, j'ai où Daesh ou je risque ma vie et la vie de mes enfants et la vie de ma femme. Alors il s'est échappé. Qu'est-ce qu'on fait là? Je me suis dit, ok. Et après 1 heure de conversation avec lui, il m'a dit, viens, je t'amène à un groupe de jeunes qui ont tous vécu un peu la même chose. J'ai passé 1 heure en train d'écouter des histoires. Ils m'ont montré un petit film qu'ils ont fait eux-mêmes. Et tout d'un coup, il y avait de la musique. Il y avait 2 rappeurs qui sont venus, qui ont fait une performance. Il y avait un jeune violoniste libanais, il y avait une autre fille syrienne qui a commencé à chanter. J'ai chanté avec eux. Tout d'un coup, et après, il y avait un autre jeune homme qui a chanté avec son oud. Mais vraiment, il y avait une sorte de pathos, il y avait toute la gamme d'émotions. Et 30 minutes plus tard, tout le monde était sur les tables en train de danser. Je me suis dit, mais voilà, si vous voulez comprendre ce qui se passe, regardez ça, la vie n'arrête pas. Ils étaient en train de faire des pirouettes. La musique, elle était tellement forte que j'avais les oreilles qui me faisaient mal. On était en train de manger des kebbés. On dansait, on rigolait. C'est la vie. Ça, c'est Beyrouth. Ça, c'est Beyrouth. Mika, l'artiste, au milieu de tout ça, est-ce que vous allez vous nourrir de ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu pour peut-être un prochain album? Normalement, j'aurais dit non. Mais oui, dans la vie, quand on croise de la vie, de cette manière, c'est impossible de ne pas être influencé dans ce qu'on cherche et aussi de changer un peu notre regard sur les situations et aussi de regarder un peu vers l'extérieur et moins vers l'intérieur. Parce que quand on est auteur-compositeur, quand on écrit, on regarde toujours dedans. Et j'ai creusé assez dedans, là. Un mot de politique pour conclure. Vous avez combien de nationalités, Mika? Vous êtes américain? Je sais plus maintenant. Oh bah vous savez, vous avez combien de passeports? Ah non, je te dis pas, là. En tout cas, plusieurs. Oui. Quand en France, il y a un grand débat sur la déchéance de nationalité pour les terroristes qui commettraient donc, qui seraient condamnés pour des actes qu'ils auraient commis, on leur enlèverait leur nationalité française. Ça fait beaucoup polémique ici. Vous avez un avis là-dessus? Je pense à un certain moment, être français, c'est un privilège. C'est un énorme privilège et il faut seulement voir tous ces millions de gens déplacés pour comprendre que avoir un passeport français, c'est un énorme privilège. Avoir un passeport américain, un passeport anglais, c'est un énorme privilège. C'est une chose qu'il faut défendre et aussi, bien sûr, qu'il faut contrôler. Merci beaucoup, Mika. Merci à toi.
Et vous pouvez aider ces familles syriennes en envoyant vos dons donc à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à l'adresse www.unhcr.org/Mika. Donc je répète www.unhcr.org/Mika.